Bonjour, bonsoir chers collègues, bienvenue à ce webinaire sur le renforcement de la surveillance pour la maladie à virus Ebola. Je suis Salou Diallo, épidémiologiste, et je travaille avec l'OMS Afro sur la réponse et la préparation, l'équipe pour la réponse et l'état de préparation. Et donc, je vais animer cette séance. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir à ce webinaire. Comme vous le savez, Ebola reste une des menaces de santé publique les plus importantes de la région. Et la détection précoce, le reportage en temps voulu et la recherche sont clés essentiel pour mettre un terme à la transmission. Aujourd'hui, nous allons parler de surveillance, mais avant de ce faire, avant de commencer la séance, laissez-moi remercier tous les membres du panel pour le temps dévoué à la préparation et la présentation des diapos que vous allez voir aujourd'hui. Alors, quelques questions d'intendance. Il y a un code de conduite de l'OMS. L'OMS s'engage à organiser des événements auxquels tout le monde peut participer de façon inclusive, respectueuse et sécurisée. Donc, les événements organisés par l'OMS se basent sur les normes professionnelles et éthiques de plus haut niveau et tous les participants sont encouragés à se conduire avec intégrité et respect lors de ces événements. Alors, pendant cette séance, vous aurez de l'interprétation en français, anglais et portugais. Il vous suffira de cliquer sur le globe, l'icône du globe en bas de vos écrans et choisir la langue appropriée. Vous pouvez aussi utiliser la fenêtre de discussion ou celle de questions-réponses. Celle de discussion, ce sera plutôt pour vous présenter et les questions concernant la logistique. Alors, pour prendre la parole, vous avez une icône de main levée et à ce moment-là, l'animateur va vous donner la parole. En ce qui concerne votre participation à cette réunion en tant que participant ou membre du panel, nous considérons que votre présence est une permission d'enregistrer, une autorisation d'enregistrer vos contributions et de partager les conclusions. En ce qui concerne l'utilisation des données, nous collectons les données sur la participation, l'enregistrement, les questions-réponses, les commentaires, etc. Et tout restera confidentiel. Ces données seront utilisées pour des objectifs de suivi et évaluation. Alors maintenant, je vais laisser le docteur Bélizaire faire le discours d'ouverture. À vous, docteur. Merci beaucoup, docteur Saliou, et bienvenue à tous pour ce webinaire très important qui se déroule à un moment où nous sommes confrontés à une épidémie majeure et nous devons tous nous consulter et voir ce qu'il faut faire pour renforcer la surveillance sur le terrain. Donc, c'est une très bonne opportunité pour qu'on puisse discuter tous ensemble et voir ce que nous pouvons faire pour mieux soutenir la réponse la riposte sur le terrain. Alors, docteur Étienne s'occupe des situations d'urgence et de la surveillance à l'OMS Afro. Et c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter notre directeur des urgences régionales, le docteur Marie-Roseline Bélizaire, qui va dire quelques mots d'introduction et qui va parler de l'importance de ce webinaire. À vous, Madame Bélizaire, docteur Bélizaire. Merci et bonjour de Bounia, l'épicentre de cette épidémie MVE. Et donc, je suis très heureuse de vous parler ce matin au cours de ce webinaire très important
alors que nous discutons justement de l'importance de la surveillance, pas seulement pour prévenir et détecter de façon précoce, mais aussi pour mettre un terme aux épidémies. Donc, bonjour, chers collègues, chers responsables de la surveillance, chers partenaires et membres de la communauté de la riposte régionale. Je suis très heureuse de vous accueillir à ce webinaire sur la surveillance Ebola, organisé à un moment critique, comme cela a été mentionné, alors que la région continue à être confrontée au risque des épidémies MVE. Et ceci inclut cette maladie à virus Bundibugyo auquel nous sommes confrontés en RDC et Rwanda. Alors, la maladie à virus Ebola reste l'un des dangers de santé publique les plus importants dans la région. Son potentiel de transmission très rapide, je pense que vous suivez les informations, vous voyez à quel point cette épidémie évolue rapidement. Chaque jour, nous avons une nouvelle zone qui est touchée et le nombre de cas tourne à 20 cas par jour, ce qui est très élevé pour une épidémie Ebola. Donc, je peux dire que au niveau des résultats, ceci perturbe beaucoup les communautés et donc il faut qu'il y ait un système de surveillance bien organisé. L'expérience acquise grâce aux épidémies passées nous a démontré que la rapidité et la qualité de la surveillance peuvent déterminer à quel point la transmission peut être ralentie et comment les contacts peuvent être suivis et comment les mesures de riposte peuvent toucher les plus nécessiteux. Et c'est exactement ce que nous faisons au cours de cette épidémie. Et comme vous le savez peut-être, nous avons accusé un peu de retard par rapport à cette épidémie. Et donc, pour que le système de surveillance puisse être lancé et puisse juguler cette épidémie, il faut qu'il y ait beaucoup de changements et cela représente beaucoup de travail. Et les agents de surveillance, les responsables de la surveillance sont à l'avant-scène de ce travail que nous réalisons. Donc, félicitations, chapeau à eux tous. Le webinaire aujourd'hui est donc très important et il offre l'opportunité de renforcer nos connaissances en termes d'épidémiologie Ebola et mise à jour de la transmission et va nous permettre de discuter de la détection précoce, de la gestion des données, de leur analyse et du reporting qui est aussi très important. Et je suis sûre qu'au cours de cette épidémie que tout le monde suit, les cas suspects doivent être notifiés. Et ils ont beaucoup augmenté. Il y a donc des préoccupations et on nous demande pourquoi on a changé les données. On n'a pas changé les données, c'est juste qu'on applique des systèmes de surveillance et donc les cas suspects ne peuvent pas rester suspects à vie, ils doivent être confirmés ou infirmés. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne font plus partie des cas suspects à un moment donné. Et donc, ce sur quoi j'aimerais mettre l'accent, c'est que le message clé lancé au début de cette séance, la surveillance précoce et la limitation, la jugulation de la transmission, tous les cas suspects doivent être dépistés rapidement, vérifiés, faire l'objet d'investigations et s'assurer d'une confirmation au niveau des laboratoires. Par ailleurs, la surveillance doit être coordonnée. On ne peut pas faire de la surveillance dans le vide. Il faut qu'on connaisse les risques. Il faut que nous sachions ce qui se passe et donc nous faisons de l'analyse de risque pour cette épidémie pour informer notre surveillance et notre riposte. Et j'aimerais dire aussi que les pays qui font rapport de cas doivent pouvoir bénéficier d'une riposte pleine de la part de leurs autorités. Il faut que les pays soient en état de préparation, surtout dans les zones frontalières, et d'autres pays doivent s'assurer de rester vigilants. Et comme vous le savez, cette épidémie a été déclarée comme fausse par certains. Donc, il faut vraiment que tout le monde soit en état de préparation. Enfin,
il faut pouvoir mener des actions. La surveillance ne consiste pas uniquement à collecter des informations. Il faut pouvoir obtenir les données, les résultats de laboratoire, les résultats des investigations sur le terrain pour pouvoir prendre des décisions informées et mettre un terme à la transmission. Et laissez-moi aussi dire que les mouvements de population sont à prendre en compte aussi parce que au niveau de cette épidémie que nous avons vécue en RDC, on voit que les mouvements de population jouent un rôle important. Il faut donc qu'ils soient pris en compte dans nos systèmes de surveillance. Il faut pouvoir analyser les données Vodacom et qui nous montrent comment les contacts se déplacent et qu'on puisse les suivre. C'est donc important parce que quand les contacts, les cas se déplacent, ils transportent avec eux des risques et la surveillance devrait tenir compte de cette approche sur le risque. Donc, l'OMS reste pleinement engagée à soutenir tous les États membres pour renforcer la surveillance de la maladie à virus Ebola, améliorer la coordination au niveau des frontières et s'assurer que les systèmes de surveillance permettent de dépister rapidement et réagir, riposter rapidement. J'encourage tous les participants à s'engager, participants, s'impliquer, poser des questions, partager l'expérience de leur pays, parce que le contexte est important quand on se préoccupe de la surveillance, la culture aussi. Euh, et je ne sais pas si j'ai le temps de le faire, mais si vous regardez l'histoire telle qu'elle se déroule ici, il y en a beaucoup d'histoires, mais celle qui m'a fait le plus tiquer, c'est que au tout début, quand on a vu des hémolytes dans les vomissements, ils ont pensé que c'était la tuberculose, ce qui peut être expliqué, mais c'est la raison pour laquelle il est important que la surveillance soit basée sur les risques et ne prenne pas en considération une seule maladie, mais tienne compte de toutes les maladies endémiques dans la communauté. Donc, j'aimerais à vous encourager à tenir compte de ce que la valeur de ce webinaire ne réside pas uniquement dans l'écoute, mais aussi dans les implications qui vont permettre au pays et aux équipes techniques de l'OMS de communiquer. Je vous souhaite un webinaire très fructueux et je vous remercie à nouveau pour votre engagement à protéger les communautés de la région Afrique. Merci beaucoup et encore une fois, ayez un excellent webinaire. Merci beaucoup, docteur Bélizaire. C'était un message puissant et nous sommes très heureux que vous soyez été en mesure de prendre la parole malgré un emploi du temps très chargé à Bunia pour ouvrir ce webinaire. Encore merci. Alors, je vais redonner la parole à notre animateur, le docteur Saliou, pour qu'il continue avec le programme. Merci. Merci beaucoup et merci, docteur Bélizaire, pour ces mots d'ouverture. Alors, voyons un peu le programme. Donc, le premier thème va évoquer les objectifs et sera présenté par le docteur Paul Ouma. Ensuite, nous aurons un aperçu de l'épidémiologie de la maladie à virus Ebola par le docteur Williams. Et ensuite, les normes de surveillance MVE présentées par le docteur Emmanuel Efredi. Ensuite, la gestion des données présentée par Tamaï. Et ensuite, nous aurons une séance questions-réponses. Et pour terminer, le docteur Étienne nous parlera des priorités en matière de surveillance pour la région OMS Afro. Alors, sur ce, nous allons commencer avec les objectifs. Docteur Paul Ouma, qui est le chef d'équipe pour les systèmes de données et d'analyse à l'OMS Afro, dans le cadre de l'unité de surveillance, va nous faire une présentation. À vous. Merci, Saliou.
Et bonjour, bonsoir, chers collègues. Nous allons rapidement passer en revue les objectifs de ce webinaire et certains des résultats espérés lorsque nous aurons terminé dans 1 heure et demie environ. Alors d'abord, l'objectif général, renforcer la capacité des agents de santé et des responsables de surveillance pour permettre une un dépistage précoce, un bon reportage des investigations et une bonne riposte. Donc, et nous enverrons nos présentations à la fin de ce webinaire. D'abord, on va essayer au niveau de l'objectif numéro 1 d'améliorer la compréhension de l'épidémiologie Ebola et la dynamique de la transmission pour voir comment l'épidémiologie permet d'analyser les données que nous avons et ensuite nous allons faire une mise à jour de nos connaissances sur les procédures de surveillance MVE, la définition des cas, les vérifications des alertes, etc. Ensuite, nous allons essayer de faire la promotion des meilleures pratiques pour la gestion des données, le reporting et la surveillance de la qualité des données. Et nous avons des facilitateurs de l'OMS Afro au niveau de l'équipe EPR HIS qui vont nous aider. Diapo suivante. Donc, à la fin de ce webinaire, nous espérons être en mesure, en tant que participants, premièrement, de corriger la définition des cas standards à appliquer pour la maladie à virus Ebola et les procédures d'investigation, démontrer la compréhension appropriée de la surveillance de MVE au niveau de la détection des alertes, les notifications, les investigations, le reporting et les procédures de dépistage et aussi améliorer l'enregistrement, le reporting et les pratiques d'analyse des données. Là encore, nous aurons des exemples qui seront donnés au niveau des outils et aussi les produits analytiques que nous pouvons produire. Enfin, le résultat principal, comme mentionné par notre directeur régional, c'est d'améliorer la compétence de nos équipes de surveillance un peu partout en Afrique euh, euh, pour mettre un terme aux épidémies avant qu'elles ne se répandent. Merci beaucoup, Dr Paul Ouma. Alors, comme vous le voyez, chers participants, il faut que tout le monde s'implique, fasse attention et suive avec soin ce qui va être exposé. Alors, on va passer maintenant à la première présentation qui sera réalisé par le docteur George Williams, qui est le principal responsable de l'information en matière de santé publique. Alors, souvenez-vous que vous aurez l'occasion de poser toutes les questions que vous souhaitez au docteur Williams. George, c'est à vous. Merci. Salut. Et bonjour ou bonsoir, chers collègues, selon l'endroit où vous vous trouvez. Est-ce que vous pouvez tous me confirmer que vous voyez mon écran? Georges, en fait, il faudrait le mettre en mode de partage d'écran ou en mode diapo pour agrandir. Est-ce que c'est bon maintenant? Oui, c'est parfait. Merci. Très bien. Alors, chers collègues, je vais donc très brièvement parler de l'épidémiologie de la MVE et aussi vous donner une petite mise à jour sur l'épidémie de la maladie à virus Bundibugyo en RDC, en Ouganda. Quand on parle d'Ebola, on parle
d'une maladie hémorragique virale grave qui est causée par euh, des virus qui sont des ortho-Ebola-virus qui appartiennent donc à ce genre. Et il, le réservoir d'Ebola euh, euh, qui transportent le virus sont infectés et ce qui se passe, c'est que il y a un débordement à partir de l'hôte, qui sont souvent des primates, des chimpanzés, des gorilles, etc., qui sont infectés, qui transmettent ensuite le virus aux humains. Et les épidémies au niveau des humains sont propagées par une transmission qui implique un contact direct avec les fluides corporels d'une personne qui ont été contaminés. Il y a 6 grandes espèces de virus Ebola. 3 ont été responsables des plus grandes épidémies, Ebola Zaïre, Ebola Soudan, et celle à laquelle nous sommes actuellement confrontés, Ebola Bundibugyo. Mais il y a aussi celui de la forêt thaï qui a causé un seul cas, un incident de laboratoire en Côte d'Ivoire en 1994. Et il y a aussi Reston et Bombali qui n'ont pas causé d'épidémie. En ce qui concerne les caractéristiques épidémiologiques principales de MVE, il y a en général un taux élevé de mortalité et ça peut aller jusqu'à 90% dans certains cas, surtout lorsque la détection est tardive et le traitement aussi. Une autre caractéristique épidémiologique, c'est qu'il y a une transmission qui se fait dans les centres de soins de santé, surtout quand les conditions de sécurité ne sont pas optimum. Et les épidémies Ebola sont souvent caractérisées par une transmission avec un taux de mortalité élevé lié au rite funéraire et la manipulation des corps des personnes décédées représente un risque élevé. Ici, j'ai essayé de vous montrer que depuis 1976, lorsque l'on a découvert pour la première fois le virus Ebola, il y a eu 24 grandes épidémies en Afrique et la plupart de ces épidémies ont été causées par le virus Zaïre, 15 d'entre elles, et 6 épidémies causées par le virus du Soudan et celui de Bundibugyo, c'est la troisième fois. Et au cours de l'histoire de cette maladie, la plus grande épidémie a été celle de 2013 à 2016 en Afrique de l'Ouest, au Libéria, Guinée, Sierra Leone en particulier, où nous avons eu plus de 24 000 cas. Et le deuxième, c'est en RDC, où nous avons eu plus de 378 000 cas. En ce qui concerne Bundibugyo, cette épidémie, donc comme je le disais, c'est la troisième épidémie. La première a eu lieu en 2007 en Ouganda avec jusqu'en 2008 avec 149 cas, ensuite en RDC en 2012 et donc nous avons une nouvelle épidémie et en RDC et Ouganda. Et donc, le message clé, c'est que ces épidémies sont récurrentes dans la région Afrique. Alors, je vais maintenant passer
à ce que vous voyez sur ces graphiques, au 2 juin, il y avait 363 cas confirmés avec 62 morts, décès confirmés en RDC. Et en Ouganda, il y avait 15 cas confirmés et un décès confirmé. Et laissez-moi vous dire que l'épidémie en Ouganda, d'un point de vue épidémiologique, est liée à l'épidémie de la RDC parce que ces cas en Ouganda sont ceux de personnes qui ont été exposées en RDC et qui se sont ensuite rendues en Ouganda et ont été détectés en Ouganda. Donc, ce que vous voyez ici, c'est les tendances accumulées pour les cas confirmés et suspectés. Et vous voyez que dès le départ, il y avait un grand nombre de cas suspectés, des milliers en RDC. Et comme vous le savez, du point de vue épidémiologique, les cas suspectés, c'est une catégorie en transition. Et il faudra par la suite que le cas soit confirmé si c'est positif et abandonné si c'est négatif. Donc, la raison pour laquelle vous voyez ces évolutions dans le temps, c'est que ici nous avons un nombre de cas suspects cumulés, mais on n'avait pas suffisamment de tests pour les vérifier. Au moment du test, normalement, on peut en éliminer un certain nombre. Et c'est pour ça que vous voyez cette chute. Et ce que vous voyez maintenant, c'est le chiffre cumulé de la transmission dans le temps. Et à droite, vous voyez le nombre de cas notifiés en Ouganda. Alors, ici, j'essaye de vous montrer que deux pays sont touchés pour le moment, donc la répartition géographique des cas. Nous n'entendons plus le docteur Williams. Ici, vous voyez les zones les plus touchées en RDC, le Nord Kivu. Nous entendons très mal l'orateur. Et à gauche, vous voyez un agrandissement de ces zones et les endroits où il y a le plus grand nombre de cas. Et vous voyez deux districts qui sont touchés en Ouganda, Kisu et Kampala. Donc, quand vous regardez la carte, vous voyez la concentration des cas dans l'Ituri, le Nord Kivu et un petit peu Sud Kivu. En RDC, ce qu'on voit aussi, c'est l'expansion géographique de l'épidémie. Le 18 mai, il y avait uniquement deux zones qui avaient notifié des cas, ou trois, et on voit que ça a augmenté avec le temps. Le 25 mai, ça avait augmenté et au 1er juin, on avait 25 districts touchés. Donc, vous voyez ici l'expansion qui s'étend au niveau de plusieurs provinces de la RDC. Alors, à l'OMS, nous avons essayé d'évaluer le risque associé à cette épidémie, l'impact probable de cette épidémie. Nous avons vu le risque de transmission, les capacités en place pour y faire face et nous avons fait 2 semaines d'évaluation pour le moment. La première évaluation de risque reposait sur les informations disponibles au niveau national et régional. On considérait que le risque était élevé, mais au niveau mondial, il était faible. Et au cours de la deuxième évaluation, sur la base de ce que nous savons maintenant, le niveau de risque, surtout au niveau de la RDC, est passé de haut à très haut. Et le risque régional reste élevé et au niveau mondial, ça reste faible. Donc, comme vous le savez aussi, l'OMS a déclaré que cette épidémie était
une préoccupation mondiale, ce qui veut dire que c'est un événement extraordinaire. Nous avions donc des cas dans 3 provinces, après être passés par deux, à savoir Ituri et le Nord Kivu. Nous avons également vu des cas qui ont en Ouganda, à Kampala, avec donc 15 cas rapportés à ce jour, des cas qui ont été associés à des transmissions nosocomiales et le nombre de transmissions parmi le personnel médical. Et les éléments épidémiologiques sont sous étude, des échantillons sont en cours d'analyse. Un autre facteur important à prendre en compte, c'est le contexte dans le cadre, dans le cas, là où cela se pose. Le contexte est celui d'une insécurité, mobilité de la population, et il s'agit de zones urbaines, semi-urbaines avec une densité démographique importante et des réseaux informels. Autant de facteurs qui aggravent la complexité et la transmission. Je voudrais également dire qu'il s'agit d'une souche qui n'a pas de traitement connu pour l'heure. Et dans cette urgence de santé publique à portée internationale, le directeur de l'OMS a indiqué que cela devait donc être pris en compte par les autres pays et demander donc la coopération internationale. Avant de conclure, l'OMS a fourni donc quelques conseils. D'abord, pour les pays qui sont en ce moment affectés, à savoir la RDC et l'Ouganda, on leur demande d'activer les mécanismes de coordination et la riposte multisectorielle, d'intensifier la surveillance et le suivi des cas contacts, le renforcement des capacités du personnel médical, la communication et l'implication des communautés, l'utilisation des EPI et également de mener des essais de laboratoire et des détections en laboratoire. Il y a des pays qui sont pas encore affectés, mais font face à un risque potentiel. Et pour eux, on leur demande de renforcer la préparation, la surveillance, la préparation des laboratoires. Il faut accroître la sensibilisation des communautés, assurer la préparation pour les isolements qu'il faut procéder, la prise en charge de certains cas et au niveau les tests au point d'entrée, assurer une préparation pour les cas contacts à suivre, éviter les déplacements qu'on peut éviter et envisager la fermeture des frontières. Merci beaucoup à vous, Saliou, pour la suite. Merci. Merci beaucoup pour cette formidable présentation qui est un aperçu de l'épidémiologie de la maladie à virus Ebola, qui demande des équipes pluridisciplinaires qui assurent le suivi ou se conforment aux directives internationales pour que des décisions puissent être prises sur la base d'éléments factuels. Nous allons poursuivre maintenant avec la session suivante qui va porter sur la session suivante va porter sur à savoir les normes de surveillance, définition des cas, des alertes et prise en charge. Docteur Emmanuel, vous êtes épidémiologue au niveau de l'OMS Afro. Merci beaucoup, docteur Saliou. Est-ce que vous pouvez me mettre mon exposé en mode diaporama?
L'on s'attend à ce que vers la fin de cette session, vous serez en mesure d'identifier ce qui est nécessaire pour une surveillance efficace et que vous soyez en mesure d'appliquer correctement la définition d'un cas d'Ebola et que vous compreniez les procédures pour la prise en charge des alertes d'Ebola et une compréhension des mesures à prendre lorsqu'il y a des cas suspects ou confirmés. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà donc les objectifs pédagogiques attendus. Il faut qu'on se rafraîchisse les connaissances de la détection à la riposte. Il est très important pour nous d'initier la détection en utilisant une définition standard de ce qu'est un cas. Et lorsqu'un cas est identifié, qu'on procède à l'information, la notification immédiatement par les canaux habilités et ensuite qu'on procède à la vérification après confirmation, la riposte doit commencer. Donc, alors, comment est-ce que on détecte et qu'on rapporte un cas d'Ebola? Tout d'abord, il faut commencer par mettre en place un système d'alerte et cela comporte différents éléments. D'abord, les principaux points d'entrée, par exemple, les espaces transfrontaliers par voie terrestre, les aéroports, les ports maritimes. Il faut former les personnels à ces endroits en matière de définition d'un cas d'Ebola et les modalités pour porter au niveau des structures sanitaires, notamment dans les grands hôpitaux. Il faut former le personnel pour s'assurer que la définition des cas est partagée parmi le personnel médical et que le personnel médical sera formé sur une bonne utilisation de cette définition pour identifier les signes et symptômes d'Ebola. Il faut renforcer également les capacités d'information immédiate pour toutes les alertes. Au niveau communautaire, il faut renforcer la surveillance communautaire en identifiant et en formant des volontaires ou des travailleurs communautaires ou toute autre personne qui peut être identifiée pour les former en matière quant à la définition, qu'est-ce que c'est qu'un cas et comment faire rapport et sensibiliser les membres des communautés sur les signes d'Ebola et les symptômes. Le principe essentiel ici, c'est qu'il faut une détection précoce, un rapport rapide et une riposte immédiate. Toute alerte est importante. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Essayons de voir quelles sont les mesures pour la mise en place d'un système d'alerte. Tout d'abord, il nous faut mettre en place des hotlines pour alerter des cas qu'on aura identifiés et ces hotlines doivent être mises en place au niveau de centres d'appel pour avec trois, quatre numéros qui sont à la disposition des populations, avoir du personnel formé pour recevoir ces appels et les transmettre. Et lorsqu'il y a une alerte qui est détectée, il faut les enregistrer, procéder à un tri et procéder à des vérifications pour s'assurer que ces alertes sont réelles ou pas, avant de procéder à l'évaluation des risques et leur caractérisation. Il faut donc appliquer par ailleurs les indicateurs de suivi, à savoir le nombre d'alertes détectées, le pourcentage d'alertes vérifiées dans les 24 heures, pourcentage des alertes qui ont fait l'objet d'une enquête dans les 24 heures, le nombre d'alertes
qui ont été donc transformés en cas suspects, le nombre de confirmations de laboratoire pour une réponse à point nommé. Maintenant, essayons de voir la définition standard de la maladie d'Ebola. Il y en a deux. D'abord, ce qu'on utilise pour la surveillance de routine, d'abord pour les cas suspects et également après pour les cas confirmés. Alors, qu'en est-il de la surveillance de routine? Un cas suspect, dans ce cas, c'est toute maladie avec un départ de fièvre et une absence de réponse au traitement pour les causes habituelles de fièvre, à savoir une diarrhée hémorragique, une hémorragie au niveau des gencives, hémorragie au niveau de la peau, dans les yeux ou dans les urines. Et lorsqu'il y a un cas confirmé s'entend après test en laboratoire. Pour la surveillance au niveau communautaire, on forme donc des volontaires au niveau de la communauté avec trois éléments pour ce cas. Lorsqu'il y a des maladies avec une fièvre sans réponse au traitement des causes habituelles de fièvre ou lorsqu'il y a des saignements, des diarrhées hémorragiques ou du sang dans les urines ou tout décès brutal. Alors, que se passe-t-il pendant les flambées? On peut définir les cas suspects. D'abord, il peut s'agir d'une personne, qu'elle soit vivante ou morte, qui souffre ou a souffert d'une fièvre très forte, brutale, et qui a été en contact avec une personne soupçonnée d'avoir eu Ebola ou un animal malade ou mort ou toute personne avec une fièvre brutale, avec de l'anorexie, la diarrhée, des douleurs musculaires ou aux articulations, douleurs au niveau de l'estomac, des difficultés à respirer ou tout décès soudain non expliqué. Et qu'est-ce que c'est qu'un cas probable? Il s'agit de cas soupçonnés qui a été évalué par un clinicien ou tout cas de maladie où l'on n'a pas pu faire des prélèvements pour faire une confirmation par laboratoire et alors qu'il y a un lien épidémiologique avec un cas confirmé. C'est quoi un cas confirmé? Il s'agit d'un cas suspect ou probable avec des résultats positifs venant du laboratoire. Non-cas, c'est un cas probable ou suspect dont les résultats de tests de laboratoire sont revenus négatifs. Diapositive suivante. Il vous reste 3 minutes, docteur. Pour ce qui est de la riposte, il faut mettre en place tout d'abord du, des équipes de riposte rapide bien formées et mettre en place des centres d'isolement bien équipés avec du personnel spécifique et l'identification de laboratoires de référence accrédités par l'OMS. Alors, comment maintenant prendre en charge les alertes? Lorsqu'on détecte une alerte qui soit compatible à la maladie ou à un décès inhabituel, donc il faut procéder à la notification, déployer donc les équipes et voir s'il y a une exposition, voir quels sont les cas contacts avec des documents qui sont là pour étayer, pour avoir des mesures de prévention et de lutte. Et lorsque les cas demandent une définition, alors on les traite comme des cas suspects et on attend les résultats de laboratoire. Ces cas doivent être isolés
et un formulaire rempli, des prélèvements envoyés au laboratoire. Et lorsque les résultats arrivent du labo positif, ce cas est déclaré confirme et il faut activer la riposte en notifiant donc les canaux de coordination au plan national et à l'OMS, mettre en place un système d'isolement et de prise en charge et assurer le suivi des cas contacts pendant 21 jours. Et s'il y a des contacts à fort risque, ils doivent être mis en quarantaine, mais on doit commencer à rechercher activement les cas actifs, faire une surveillance de la mortalité et une analyse des chaînes de transmission, commencer à donc dépister les cas, les symptômes de fièvre et autres du Ebola. Lorsque les résultats reviennent négatifs, il faut prendre un deuxième prélèvement et si ce dernier revient négatif, on doit pouvoir arrêter donc le suivi de ces cas. En résumé, voici les points à retenir. Il faut comprendre que la détection doit être très précoce grâce à la mise en place d'un système bien d'alerte qui fonctionne correctement et appliquer les normes de définition de cas à tous les niveaux. Et il est important de faire des rapports très, très rapidement et être prêt à apporter la riposte avec du personnel formé et la mise en place de centres d'isolement bien équipés et des laboratoires et riposter très rapidement après une information immédiate sur les cas confirmés. Il faut se souvenir que la détection précoce et la rapidité de la riposte sauve des vies. Merci, merci beaucoup, docteur Emmanuel, pour nous avoir rappelé la définition de ce qu'est un cas d'Ebola et comment être prêt et comment utiliser les différentes normes. Maintenant, nous allons passer un peu plus dans le détail par rapport donc à la distribution des cas. C'est docteur Freddy Banza qui est responsable des ripostes en urgence au niveau euh, de Afro. Docteur Freddy Banza, vous avez la parole. Merci, merci beaucoup, chers collègues. Avant de commencer, je voudrais rapidement dire que lorsqu'il y a une flambée d'Ebola, chaque cas, chaque histoire et chaque contact représente une opportunité d'arrêter la transmission. La présentation que je m'en vais vous faire va se concentrer sur certaines astuces pratiques pour procéder à une investigation rapide et efficace qui reste la pierre angulaire de contrôle des flambées. Vous pouvez tout éviter, oublier, mais si vous ne procédez pas à une bonne investigation, un suivi des cas contacts, vous n'arriverez jamais à contrôler les flambées de la maladie. L'objectif général, donc, est de vous expliquer comment mener ce suivi des cas contacts afin de contrôler efficacement cette maladie à virus Ebola. Et à la fin, comme j'ai eu à le dire, on doit pouvoir savoir comment procéder à une investigation autour des cas pour pouvoir mener le suivi des cas contacts et l'on vous expliquera comment utiliser le formulaire d'investigation et les autres outils pour procéder à une analyse qui est la clé pour l'assurance qualité et le contrôle d'une épidémie d'Ebola. Et comme vous donc, vous pouvez le voir sur cette diapositive, et mon collègue a déjà expliqué cela, lorsque vous recevez une alerte, vous avez la source, le temps, la localisation et pourquoi vous avez été appelé. La première chose à faire est de lancer l'investigation parce que vous avez deux équipes
Il faut procéder donc à la vérification pour validation ou non des cas. Et pour ce faire, il faut que vous sachiez s'il s'agit d'une personne vivante, d'une personne décédée qui a présenté des symptômes. Est-ce qu'il y a des liens épidémiologiques? Et lorsque vous faites une investigation, il faut savoir où est-ce que vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes dans une zone où il y a eu des cas existants? Est-ce que c'est une zone à risque? Comme par exemple, aujourd'hui, il y a plusieurs jours, on a eu un cas suspect en Éthiopie. L'investigation ne doit pas être la même que lorsque vous vous trouvez dans une zone où il y a des cas évidents comme Ituri, le Nord Kivu ou en RDC en général. Donc, cette investigation va dépendre des symptômes cliniques que présente le patient, quels sont les mouvements des patients, quels sont les éléments qui vont vous aider à faire la différence entre les différentes alertes. Il y a eu des erreurs ou pour le Bundu Bujo qu'on a eu à Ituro, bon, présenter certaines choses entre guillemets normales, mais il faut toujours tenir compte des facteurs de risque et la situation du pays. Si je vois quelqu'un au Cap-Vert qui est en train de saigner, il faut savoir et vérifier quels ont été ses derniers mouvements, quelles sont les particularités. Et à partir de là, je peux décider et dire, cette personne vient de la RDC et il y a des investigations en RDC, il faut donc que je fasse quelque chose de ce patient. Mais si vous êtes en RDC même et que vous avez quelqu'un qui saigne, il est évident que vous allez d'abord penser à Ebola. Et à partir de là, vous faites les examens de laboratoire et vous envoyez la personne dans les centres appropriés. Ceci pour vous dire qu'il faut toujours agir comme quelqu'un du FBI. Toute information est importante autour de la personne. Où est-ce qu'elle a été, cette personne? D'où elle vient? Est-ce qu'elle a été en contact avec quelqu'un de malade ou pas? Et lorsque vous avez des réponses à toutes ces questions, alors vous pouvez avoir à isoler le patient et ensuite l'envoyer dans les centres de collecte des échantillons pour examen, analyse dans les laboratoires. Pour chaque investigation, il faut rapidement répondre à ces différentes questions. Qui est le patient? D'où est-ce qu'il vient? Quels sont les symptômes que ce patient présente? Où est-ce que ce patient a été? Quel a été son niveau d'exposition? Et qui peut être mis en risque. Lorsque vous avez répondu à toutes ces questions, vous avez procédé à une investigation parfaite. Et quelquefois, lorsque vous voulez aller plus loin dans l'investigation, n'attendez pas d'avoir reçu les résultats de laboratoire pour agir. Il y a toujours ce qu'on appelle les questions qu'il faut se poser avec certaines suspicions à l'esprit. Diapositive suivante. Il faut avoir le nom, l'âge, le sexe, l'adresse complète et, et quelquefois, ensuite voir quel est le métier ou l'activité professionnelle. Est-ce qu'elle est la situation vaccinale de la personne? Est-ce qu'elle a jamais été vaccinée ou pas? Il faut également des informations essentielles et il est très important pour la coordination, pas seulement à Ebola, mais Derek l'a dit, on utilise le dispositif Vodacom pour assurer le suivi des contacts. Il est dès lors très important de pouvoir localiser les personnes. Il faut connaître les dates d'apparition des symptômes et
Cela par rapport à la définition donnée de ce qu'est un cas. Ensuite, il faut connaître la situation de la personne. Est-ce qu'elle était hospitalisée? Est-ce que la personne est isolée, en quarantaine? Est-ce qu'elle est dans une structure sanitaire ou est-ce qu'elle a été dans une structure sanitaire? À quelle date est-ce que la personne a été admise ou consultée? Si vous ratez une seule de ces questions, totalement ou partiellement, vous ne pourrez jamais contrôler la flambée. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Une personne va voir un tradit praticien et que vous ratez cette partie, cela veut dire que le tradit praticien ne sera pas enregistré comme cas contact et va peut-être donc transmettre la maladie. Donc, chaque étape et chaque cas est important. Il faut donc toujours savoir quelles sont les personnes qui peuvent être des cas suspects, si est-ce que la personne est allée à des funérailles, est-ce que la personne a voyagé. Il faut avoir toutes les informations. Et il y a une chose qu'on appelle un outil, utiliser l'outil de donc cartographie et ne pas commencer par le moment où la personne a commencé à saigner. Et si la personne va à l'église, il faut que toutes les personnes fréquentées soient enregistrées comme des cas suspects. Il faut pouvoir avoir des dates qui permettent d'assurer le suivi. Il faut lui demander à quel moment est-ce que vous êtes allé pour la dernière fois à l'église, parce que quelquefois, les personnes ne se souviennent pas toujours très bien et il faut revenir vers elles et leur donner quelques références pour leur permettre de se souvenir des éléments importants. Les éléments importants pour vous fournir les informations pertinentes. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Il ne vous reste plus que 3 minutes, docteur. Donc, quels sont les questions qu'il faut poser pour procéder à une évaluation des risques? Un contact avec une personne malade ou une personne qui est aujourd'hui un cas contact, il faut toujours savoir en quelque sorte quelle a été la relation avec le type de contact qu'il y a eu et si la personne a été confirmée, il faut procéder à une investigation. S'il y a des symptômes qui sont présents, il faut savoir avec qui la personne a été en contact, notamment quelle a été la situation du cas confirmé avec lequel il y a eu contact. S'il s'agissait d'une participation aux funérailles, est-ce qu'elle a touché au corps, etc. Autant d'éléments qui peuvent vous permettre de procéder à une classification et à une évaluation effective des risques. Et il est très important de savoir quand et pourquoi la personne est admise, parce que le jour où la personne est admise et présente les symptômes, ce sont autant de personnes qui étaient dans l'hôpital qui deviennent des cas contacts. Il faut donc savoir tout cela lorsque vous devez mener donc une investigation. Je sais que vous connaissez toutes ces choses, c'était juste un rappel parce que je suis très sûre que vous savez très bien ce qu'il faut faire pour bien appréhender la situation. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voici certains des outils que vous pouvez utiliser lorsque vous procédez à des investigations. Lorsqu'on vous appelle et qu'il y a une alerte, il y a des formulaires à utiliser. Vous pouvez les utiliser pour aller poser des questions et cela vous permet d'avoir les informations nécessaires. Je crois qu'il y a une présentation qui est prévu à cet effet. Ensuite, vous allez avoir un formulaire très long sur lequel vous entrez tous les détails sur la personne, notamment lorsque vous avez des résultats positifs, il faut retourner vers la personne et commencer à poser des questions pour obtenir
tous les détails qui doivent vous permettre d'aider les personnes qui ont été en contact avec le patient et les suivre pour briser la chaîne de transmission. Autrement, vous êtes donc euh, largué en quelque sorte, si je puis dire. Il faut collecter les échantillons, procéder à l'isolement et il faut collaborer avec les personnes des laboratoires qui vont donc envoyer le patient pour que les échantillons soient prélevés et pour dresser la liste des contacts avant de poursuivre. Une minute pour conclure, s'il vous plaît. Donc, voici ce qu'on doit tirer d'une investigation complète. Je vous ai parlé d'isolement, d'analyse en laboratoire et de suivi des contacts. Il s'agit d'un processus par lequel on identifie tous les contacts de la personne malade et il faut les classer correctement. Et cela est particulièrement important. Il peut y avoir des contacts à risque élevé et des contacts à risque moins élevé. Et s'il n'y a pas, par exemple, d'évidence de contacts dangereux après vérification, ce sont des personnes qui ne s'étaient pas protégées, par exemple, lorsque prenant en charge les patients, ce sont des patients qui sont considérés comme à haut risque. Ce sont des éléments de classification bien définis. Diapositive suivante. Alors, comme j'ai eu à le dire, il faut identifier tous les contacts, avoir toutes les informations sur ces contacts, parce que ce sont ces contacts qui deviennent des cas probables à l'avenir. Il faut donc avoir ce qui est nécessaire. Et cela vous permet d'assurer le suivi très, très rapidement. S'ils sont dans les communautés, il faut essayer de les trouver et dans ce cas, il faut faire les notifications et expliquer le risque, le suivi des symptômes, comment appeler à l'aide s'il y a des symptômes. Il faut qu'ils sachent tout ça et ensuite vous faites la mise en œuvre du suivi au quotidien. Diapo suivante. Donc voilà les formulaires qui sont dans la trousse d'outils et qu'on utilise pour le suivi des contacts. Et il s'agit de contacts qui sont autodéclarés. Il y a des gens qui peuvent vous dire qu'il a été en contact avec des personnes que vous ne connaissez pas et il faut pouvoir les indiquer sur cette liste. C'est très important si vous voulez interrompre la chaîne de transmission. Alors, cette présentation, cet exposé pour l'identification des cas montre comment vous pouvez identifier un cas et comment vous pouvez libérer la personne si au bout de 21 jours, cette personne n'a démontré aucun symptôme. À ce moment-là, cette personne n'est plus un cas suspect et vous pouvez continuer vos investigations auprès d'autres contacts potentiels. Diapo suivante. Donc, voici ce que je peux dire à titre de conclusion pour le suivi des contacts. Tous les contacts éligibles doivent être identifiés, être placés sur la liste, notifiés et suivis. Et il faut commencer le suivi
tout de suite après qu'on nous ait indiqué que la personne était un cas suspect ou confirmé, il faut commencer à le mettre sur la liste, etc. Il ne faut pas attendre. Il est nécessaire que l'on passe les formulaires en revue tous les jours pour voir les différents contacts, les noter et voir s'il y a des défaillances. Parce que, comme je l'ai expliqué, il y a certains contacts que vous pouvez ne pas voir pendant 2, 3 jours et il faut donc pouvoir coordonner pour les retrouver. Et en moyenne, et je terminerai sur ces mots, nous avons des publications et en ce qui concerne l'Ebola en Afrique de l'Ouest, nous avons environ 20 à 50 contacts par cas. Mais en RDC, la moyenne était 15 à 30. Mais souvenez-vous qu'un seul cas peut entraîner jusqu'à 300 contacts. Et ça peut même être supérieur à ce chiffre. Donc il n'y a pas de limite et il faut faire la liste de tous les contacts possibles de façon à vraiment contrôler l'épidémie. Ce que je vous ai indiqué, c'est juste des moyennes. Ce qui veut dire que pour une épidémie comme celle-ci, lorsque vous avez les cas confirmés, vous ne pouvez pas vous contenter d'un ou deux contacts. Non, sachez que quand quelqu'un est un cas confirmé, il faut vous assurer que vous faites le travail correctement. Il y a donc nécessité d'avoir une équipe formée pour faire ce travail et normalement, on devrait pouvoir s'appuyer sur les agents de santé locaux qui connaissent les communautés, les foyers et qui peuvent assurer le suivi des contacts de façon à avoir de bons résultats, plutôt que de prendre des gens qui ne connaissent pas la région. Donc, comme je l'ai expliqué au début, ce contact, c'est la pierre angulaire pour pouvoir lutter contre une épidémie. Je vous remercie. Et je pense que je vais m'en tenir là. Nous avons beaucoup de choses, mais malheureusement, on ne peut pas tout faire en 1 heure. Merci beaucoup, docteur Freddy, pour ce thème très important qui concerne l'investigation des cas. C'est très important, mais c'est aussi très difficile parce que vous devez travailler avec les communautés. On continue avec la gestion des données et l'analyse des données présentée par Monsieur Amayoulinda, qui est analyste à l'OMS Afro, analyse des données. C'est à vous. Merci, Salif, et j'espère que tout le monde m'entend bien et voit les diapos. Oui, merci. Donc, bonjour, bonsoir à tous. Nous allons étudier la gestion, le reporting et l'analyse des données pendant la riposte à une épidémie Ebola et comment est-ce que les données peuvent permettre la prise de décision depuis l'alerte jusqu'à la riposte coordonnée. Alors, ce diagramme résume l'écosystème des données d'une épidémie. À gauche, on voit un certain nombre d'activités au niveau du district sur le terrain où les données sont générées à partir de diverses activités multiples, alertes communautaires, investigation des cas, euh, échantillonnage en laboratoire, dépistage des contacts, etc. Ce flux de données est ensuite intégré, analysé et transformé en différents produits d'information, les cartes, les tableaux de bord et tout ce qui permet de prendre des décisions opérationnelles. L'objectif principal pour le pilier gestion des données,
sera de gérer les données et d'aider les équipes de riposte à procéder rapidement pour prendre des décisions opérationnelles. Donc, il faut assurer la qualité des données, assurer l'harmonisation des données, leur confidentialité. Nous savons qu'il y a beaucoup de sensibilité autour de ces données avec des informations personnelles et nous devons aussi tenir compte des besoins en termes de gestion des plateformes qui vont être utilisées et assurer un reporting, une notification en temps voulu. Nous savons que les retards ou que les incohérences au niveau des données notifiées peuvent avoir un impact direct sur la surveillance, sur la coordination et sur nos opérations de riposte. L'une des réalités pendant les épidémies, c'est que les données vont arriver d'un grand nombre de sources en même temps. Il va y avoir beaucoup d'activités concurrentes, simultanées, et nous allons recevoir des informations des équipes de surveillance, des laboratoires, des gens qui gèrent les alertes, les équipes GIS qui essayent de produire des cartes précises. Et il y a aussi la surveillance génomique avec le séquençage pour essayer d'identifier l'agent pathogène et mettre un terme à la transmission. L'un des grands défis, c'est justement de réunir toutes ces informations fragmentées pour produire une image générale. Et une fois que tous ces flux différents sont intégrés, que l'image est nette, l'environnement va permettre d'obtenir des informations et nos équipes de coordination, nos équipes épidémiologiques cherchent justement tous les matins à établir la courbe épidémiologique, ce qui va nous permettre de comprendre si le nombre de cas augmente ou diminue. Qu'en est-il des décès? Comment la transmission évolue? Où est-ce qu'il y a des pics? Et aussi faire une corrélation pour voir où nos interventions ont un impact. Alors, ici, vous avez un graphique qui remonte à 2014, mais on voit très clairement comment on peut réétudier ces données pour voir les interventions qui ont fonctionné et qui ont permis de mettre un terme à la progression de l'épidémie. On fait aussi des analyses spatiales très importantes pendant les épidémies Ebola. Ça nous permet de comprendre où sont les hotspots, les points chauds, ça nous permet de voir l'expansion géographique et de collecter différentes données nous permettant de visualiser les modèles de migration et nous permettre de voir s'il y a des points essentiels, des endroits essentiels comme les mines pour voir les couloirs de transmission. Et ceci nous permet donc de cibler nos interventions. Nous avons aussi le rapport de situation externe. C'est une consolidation de toutes les différentes données d'information en résumé et ça permet d'avoir une image de haut niveau qui nous montre le nombre de cas, les résultats laboratoires, l'expansion géographique, les interventions de santé publique qui sont menées au niveau des différents piliers de la riposte et ces rapports sont très utilisés par les ministères de la Santé, l'OMS et d'autres partenaires pendant nos réunions de coordination et pour la planification et l'affectation des ressources. Comme il y a de plus en plus de flux d'informations et d'outils qui sont introduits, il y a des défis qui augmentent en termes de gestion des données. À tout moment donné, en pratique, les pays sont confrontés
à l'utilisation de tableaux Excel différents. Certains ne correspondent pas. Il y a des retards au niveau des notifications. Il y a des problèmes de connectivité. Et souvent, il y a des outils électroniques et des plateformes qui ne communiquent pas les unes avec les autres. En même temps, on essaye de gérer les préoccupations les plus importantes, par exemple le maintien de la confidentialité des données en fonction de la sensibilité des différents emplacements. Nous avons vu euh, certains centres de traitement être incendiés par les communautés et donc il faut s'assurer que au niveau de la gouvernance, quelles sont les données partagées, quelles sont celles qui sont rendues publiques, comment transmettre l'information, comment est-ce que nos outils peuvent soutenir les capacités en termes d'utilité ou d'usage, par exemple quand il n'y a pas de couverture Internet, et donc voir comment nos différents systèmes communiquent les uns avec les autres. Et donc, Les les pays et les partenaires pays, vont se fonder sur des directives et une combinaison d'outils, ceci pour pouvoir standardiser les approches quant à la gestion des données. Nous savons que dans les zones urbaines, on essaie de s'assurer que les outils sont faciles à déployer, à utiliser, de préférence donc des outils qui sont adaptés à nos systèmes et structures sanitaires, des outils auxquels sont donc habitués le personnel médical. Et de par notre expérience, on se rend compte que très souvent, avoir des outils faciles à utiliser est un choix beaucoup plus important que d'avoir des outils par trop sophistiqués, notamment dans les environnements en état d'urgence. Une seule minute vous reste. L'OMS et les partenaires soutiennent les États membres avec différents outils et autres directives techniques. Vous avez GoData pour l'investigation, le suivi des cas contacts. Vous avez EWAS Inbox, DHS, vous avez EOS et autres outils. Certains de ces outils, une fois qu'on parle d'outils numériques et la digitalisation, il reste quand même des formulaires sous papier qui sont très importants. Et dans de nombreux environnements sur le terrain, le papier est l'option la plus appropriée, mais cela vient avec les difficultés telles que donc la qualité des données, la transcription des données par écrit. Voici quelques exemples des outils les plus fréquemment utilisés, le formulaire d'investigation. Ce sont des empreintes très importantes pour les systèmes électroniques et où les développeurs vont les utiliser après vérification par les autorités. C'est un outil papier qui est utilisé comme standard pour la création de leur version électronique. Donc, voici, comme je l'ai dit, le formulaire d'investigation qui vous donne des détails sur l'exposition. Vous avez le formulaire d'énumération des contacts et ensuite, le formulaire de suivi quotidien des cas contacts. Et l'une des activités soutenues par l'OMS, c'est le GoData, qui est un outil de suivi des contacts et d'investigation en cas de flambée et de suivi des résultats de laboratoire avec des caractéristiques comme la visualisation des chaînes de transmission et également la gestion quotidienne et le suivi quotidien donc des cas contacts. Il y a bien d'autres outils qui sont interopérables. Nous avons également le DHIS2 qui est un outil qui a été mis au point par le hub OMS de Dakar, qui est très utile pour la prise en charge des cas, les cas contacts
et les résultats de laboratoire. Cela permet d'avoir des résumés quotidiens. On peut voir des tableaux de bord comme celui-ci qui vous donne la situation très rapidement grâce à une visualisation des différents indicateurs. C'est un autre exemple du formulaire de saisie de données. Et nous avons ces formulaires que après on transforme en d'autres informations qui permettent donc d'appuyer nos opérations. Pour conclure, on peut voir que la gestion des données n'est pas seulement la collecte de données, il s'agit de permettre des actions en santé publique de meilleure facture et rapide en cas d'épidémie. On a vu les avantages que les pays ont à avoir une vision à long terme sur les outils qu'ils auraient choisis, car cela leur permet d'avoir à disposition des outils durables auxquels ils seront familiarisés parce qu'en fin de compte, seules de bonnes données permettront une rapide réaction, l'amélioration et le ciblage des interventions pour sauver des vies. Je vous remercie. Merci beaucoup. Tamani, pour cette présentation sur les données. Prenons maintenant quelques questions et je demanderai à tous les panélistes de se tenir prêts et de noter les questions qui leur seront adressées. J'ai déjà quelques mains levées et on va commencer par la toute première sur mon écran. Evanida Santos, vous avez la parole. Est-ce que vous voulez bien prendre la parole, s'il vous plaît? Evanida Santos. Evanida Santos, vous avez demandé la parole. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Passons alors au suivant. Jamal Youssouf. Non, revenons à Evanida Santos. À vous la parole. Evanida Santos, on ne vous entend pas. Désolé. Evanida Santos. Passons à Jamal Youssouf, ensuite à Makwela. Jamal Youssouf, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît? Jamal Youssouf. Jamal Youssouf, vous avez la parole. Jamal Youssouf, est-ce que vous nous entendez? Votre micro n'est pas ouvert. Jamal Youssouf, votre micro n'est pas ouvert. Commençons alors par les questions qui sont inscrites dans la boîte de discussion. Avant que l'équipe technique ne voit quel est le problème qui se pose pour les personnes invitées à prendre la parole. D'abord, est-ce qu'il y a des mesures de contrôle de sortie au niveau des points d'entrée en Ouganda et en RDC? Si oui, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces mesures? Est-ce qu'il y a des mesures de criblage ou de détection au niveau des zones frontalières? Je vais pour cela demander au docteur Georges de bien vouloir répondre à ces questions. Docteur Georges Williams, vous avez la parole pour répondre, s'il vous plaît. Donc, je dirais oui. La RDC a mis en place des mesures de détection à différents points d'entrée avec l'appui de AOM, l'OMS et bien d'autres partenaires. C'est une recommandation centrale pour ce qui est des détections à la sortie. À un moment, l'aéroport de Bounia avait été fermé et s'est réouvert, mais il fallait s'assurer au préalable qu'il y avait donc des
donc détection et qu'il y avait des informations appropriées fournies avant qu'il y ait autorisation de voyage. Merci beaucoup, docteur Georges. Deuxième, il s'agit de la question de Linda Kanzala qui demande un éclaircissement. Docteur Freddy Banza, est-ce que les cas contacts sont censés être suivis au quotidien? Est-ce que le suivi des des contacts à grand risque sont également ainsi suivis ou est-ce qu'il y a des exceptions à l'application de mesures donc les plus élevées de suivi? Quelles sont les mesures prises pour s'assurer que les contacts ne sont pas perdus? Docteur Freddy Banza, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prendre 1 minute pour répondre à ces demandes d'éclaircissement? Il y a en fait deux questions. Je ne sais pas celle à laquelle je pourrais répondre en 1 minute. Merci beaucoup pour ces questions et votre intérêt pour ce sujet. Oui, tous les cas contacts doivent être suivis au quotidien sur 21 jours. Pour les contacts à risque élevé, on assure un suivi jusqu'au moment où l'on détecte certains éléments et surtout après avoir procédé à des contacts matin, des contrôles matin et soir. Certains des contacts ont été suivis une seule fois par jour, mais lorsque l'on se rend compte que le risque est très élevé, alors on fait des contrôles 2 fois par jour. Et les équipes sur le terrain décident de la façon dont ils vont procéder. Mais très souvent, on assure un contrôle et le matin et l'après-midi pour s'assurer du développement des symptômes. Alors, comment s'assurer que les contacts ne disparaissent pas? Alors, le plus important est de s'assurer que lorsqu'une personne est en contact à risque élevé, il faut suffisamment lancer d'alerte pour que la personne ne puisse pas se déplacer. Il faut s'assurer que lorsque les symptômes apparaissent, qu'il les rapporte. Par le passé, ce qu'on avait fait, c'était de fournir des éléments nécessaires à ces personnes parce que quelquefois ils disaient, ah, si je ne vais pas au travail, si je reste ici, je ne pourrai pas trouver à manger, etc. Il est dès lors important que l'on donne des conseils assez conséquents pour qu'ils restent au même endroit, qu'ils ne bougent pas, ces contacts à risque élevé, pour qu'on ne les perde pas. Au cas où une personne contact veut se déplacer, on peut avoir les détails du programme de leur déplacement pour pouvoir garder le contact et la communication avec la personne et entre la personne et les autorités locales de l'endroit où il se rend pour qu'il puisse être suivi sur place. Merci, merci beaucoup, Dr. Freddy Banza. En raison des contraintes de temps, ce que nous allons faire, c'est de répondre à toutes les questions qui sont sur le chat et on vous enverra non seulement le rapport de la session, mais les réponses à ces questions. Et je m'en vais maintenant donner la parole à Dr. Étienne pour nous dire quelles sont les étapes à suivre pour ce qui est de la surveillance de cette flambée de maladies à virus Ebola et ensuite à Dr. Marie-Roseline pour donc la clôture de notre webinaire. Merci, merci beaucoup, Dr. Saliou. Pour l'essentiel, vu que nous n'avons plus de temps, nous allons tout simplement répéter le message que nous avons déjà eu à communiquer, à savoir que nous sommes à un moment très important pour chacun d'entre nous et nous ne devons pas négliger la surveillance. Très rapidement, je dirais que de toute évidence, les différentes présentations ont montré qu'il y a des cas avec
des cas actifs que sont l'Ouganda et la RDC. L'objectif là-bas est de contenir très rapidement la transmission. Ce sont des pays à forte priorité et nous les aidons pour assurer le maintien de la réponse et surtout donc de la surveillance, qu'on hiérarchise les priorités lorsqu'il y a confirmation. Enfin, tout a déjà été dit autour des investigations, l'énumération des cas contacts, leur suivi et l'utilisation d'analyses de données pour identifier les goulots d'étranglement et s'assurer que tout se passe correctement. Ensuite, il y a des pays qui ont des frontières directes avec les pays et qui sont à risque. Et c'est là que l'on doit procéder à la détection des cas importés. Par exemple, il y a eu le cas de l'Ouganda, le cas zéro. Et donc, il faut voir comment s'assurer que donc, la préparation est déjà là dans les districts frontaliers au niveau et également que la mobilité au niveau des corridors est surveillée et qu'on ait donc un envoi des cas détectés très rapidement, qu'on établisse des procédures d'échange d'informations de routine entre pays et qu'on implique tous les partenaires. Nous avons également un autre groupe de pays qui ont des frontières communes et des connectivités importantes, mais ce sont des voisins directs et ce sont également des pays prioritaires où l'objectif est donc d'endiguer très rapidement. Tous les autres pays doivent maintenir la vigilance régionale en tenant compte de tout ce qui a été dit en termes d'état de préparation, de surveillance routine, la surveillance basée sur les événements et autres, et s'assurer que toutes les équipes sont bien préparées et que si quelque chose se passe, que les informations seront vite transmises et s'assurer que les définitions sont renforcées et bien assimilées par tout le monde. Et pour ne pas prendre davantage de temps, je dirais que ce webinaire a été très important et la REP ne sera pas en mesure de revenir parce qu'elle est dans un échange avec la presse. C'est Dr Saliou qui va peut-être conclure s'il a quelque chose à dire avant que l'on ne libère tout le monde. Merci, merci beaucoup, docteur Etienne. Je crois que je dirais que c'était un plaisir que d'avoir animé cette session. Je remercie tous les participants pour avoir pris le temps de prendre part à ce webinaire très important. Nous vous communiquerons toutes les présentations et on répondra à toutes les questions posées. À vous, docteur Etienne, pour la clôture. Encore une fois, merci, merci à tous. C'était une rencontre très importante, des discussions très importantes et j'ajouterai que nous sommes là pour aider et l'on maintiendra la communication par d'autres moyens, évidemment. Et nous avons une série de webinaires prévus euh, et ce sont d'autres collègues qui interviendront sur d'autres questions liées à cette flambée et merci beaucoup à tous et passez une bonne journée pour ce qu'il en reste.